Quentin de Luermoz, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en histoire contemporaine à l'Université de Paris et vous êtes aussi membre du Centre d'histoire du XIXe siècle. On vous connaît pour vos recherches, d'abord avec Policiers dans la ville, construction d'un ordre public à Paris, de 1854 à 1914, qui avait été publié en 2012. Et puis ensuite, vos recherches se sont déployées sur deux axes qui me semblent importants. D'abord sur l'histoire des possibles, qui a donné lieu à une publication avec Pierre Singarvelou en 2016, et des perspectives d'histoire globale qui ont aussi beaucoup mobilisé vos recherches. Le livre qui vient d'être publié, Commune, avec le S entre parenthèses, on y reviendra, 1870-71, est issu de votre habilitation à diriger des recherches, et qui en fait renoue tous ces fils en une seule trame autour de l'histoire de la commune. Une histoire qu'on pourrait dire en fait saturée, parce que dès l'introduction, en fait, vous commencez par là en disant proposer une nouvelle enquête de la commune de Paris ou même de province paraît étrange. Puisqu'en fait c'est une histoire qui est saturée, il y a eu des publications innombrables sur ce sujet, mais il faut préciser d'emblée qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle histoire que vous faites, puisqu'en fait vous interrogez la commune dans ses échos, comme vous l'écrivez, en opérant un double déplacement, à la fois dans l'espace et dans le temps, on y reviendra. Dans l'espace, vous entendez inscrire l'histoire de la commune dans une perspective globale, ce qui est un des énormes apports en fait, de votre livre, et également réfléchir sur le temps de la commune et vous interroger sur la figure historique de la crise, comment inscrire et penser la commune dans le temps court, mais aussi dans le temps moyen, et ensuite on verra de plus en plus long. Et ce qui est également en question, c'est la notion d'ordre social avec laquelle vous avez en fait commencé vos recherches d'une certaine façon, puisque vous essayez de montrer comment est-ce que la commune à la fois conteste un ordre social et en même temps, après la commune, un nouvel ordre peut se remettre en œuvre. Donc j'aurais une première question qui s'adresserait plutôt aux chercheurs, d'abord sur le choix de vos sources, puisqu'en fait si vous pratiquez une histoire globale, la question c'est de savoir comment l'écrire, comment la faire. Et la deuxième question, c'est sur l'apport pluridisciplinaire qui est extrêmement riche, foisonnant dans votre livre, puisque c'est ce double déplacement à la fois dans l'espace et dans le temps vous amène à dialoguer avec la sociologie, avec l'anthropologie. Et la deuxième question, c'est comment un historien peut mobiliser en fait tout cet apport pluridisciplinaire. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci d'avoir vu que le livre effectivement essayait de ramasser tous les fils d'enquête menée maintenant depuis un certain temps. C'est effectivement un de ces enjeux. À l'origine, moi, je pratiquais plutôt une histoire dite sociale et culturelle, donc liée aux interactions et aux manières de voir et de comprendre. Et puis effectivement, il y a trois prolongements. Donc le jeu d'échelle est poursuivi jusqu'au global, les temporalités vont un peu plus loin, et l'approche compréhensive s'interroge plus directement sur l'incorporation de l'ordre social. Alors du coup ça répond un petit peu plutôt à la deuxième question, mais je vais quand même commencer par la première sur les archives. Alors histoire globale, c'est un gros mot pour désigner en fait plusieurs manières de faire. Derrière le terme, je fais à la fois une approche dite transnationale, c'est-à-dire qui suit des circulations entre cette commune et d'autres moments révolutionnaires. Donc là, par exemple, ça va être plutôt des enquêtes sur les combattants transnationaux qui arrivent en France à partir de septembre 1870. Et ça, ce sont des archives qu'on va trouver au SHD, par exemple. Puis, il y a une approche dite impériale, c'est-à-dire qui va étudier les ramifications coloniales et les interactions avec la métropole. Là, ce sont plutôt les enquêtes menées sur l'Algérie et sur la Martinique. Et en fait, j'ai procédé un peu comme ça à chaque fois. J'ai lancé des fils. Certains se sont déployés. D'autres n'ont pas abouti. Ceux qui n'ont pas abouti, j'explique. Et ceux qui ont abouti, ils m'ont comme ça aidé à avancer l'enquête. Et puis la troisième, c'est l'approche dite globale, c'est-à-dire celle qui vraiment prend en écharpe des interdépendances de très longue durée. Ici, ce sont plutôt les approches plus connues en matière économique. C'est-à-dire que Paris est quand même la deuxième capitale, la capitale de la deuxième puissance au monde, deuxième place financière mondiale. Donc quand un événement a lieu à Paris, ça a des répercussions un peu partout. Et puis surtout, c'est la puissance symbolique de la capitale qui est mise à l'honneur, puisque très tôt, la commune va être suivie à une échelle globale, pour le coup, grâce aux médias. Donc, quand on dit global, le problème, quand on étudie un événement comme celui-là, c'est que les fils peuvent être tirés dans tous les sens,
moi j'ai fait déployer en fait plusieurs enquêtes qui ont fini par se croiser les unes avec les autres. Donc il y a à la fois une enquête sur la médiatisation de l'événement à partir des archives Reuters, il y a une enquête sur les acteurs transnationaux à partir des archives du service historique de la Défense, il y a les enquêtes sur l'Algérie, la Martinique à partir des archives que je suis allé chercher à Aix, Marseille, et pour avoir un vrai regard global, alors ça c'est le fait d'avoir travaillé avec Pierre Singarvelou, qui dit toujours que si on veut vraiment faire une approche transnationale ou globale, il faut quand même aller voir les archives des pays étrangers. Donc je suis également allé aux archives diplomatiques à Londres, à Berlin, aux États-Unis, et j'ai également consulté des massifs de journaux américains, mexicains, roumains c'était déjà fait, et espagnols. Donc voilà, ça faisait un espèce de grand déploiement. Il y a deux démarches qui ont été adoptées. Donc il y a celle des sources que je viens d'évoquer, et puis l'autre particularité de la commune, c'est comme il y avait énormément de travaux, dont pas mal sur les échos de la commune, il n'y avait pas de synthèse de ces échos qui avaient été faits, donc il y a aussi un travail de synthèse historiographique plus classique, c'est-à-dire que j'ai lu pas mal de livres produits dans les années 70-80 et simplement montrer les convergences qui pouvaient avoir lieu. Donc il y a bien cette double dimension, il y a une enquête sur archives, et en même temps cette volonté de synthèse historiographique. Je précise juste que pour l'approche par en bas dont on parlera tout à l'heure, il y a aussi la volonté de retrouver des archives très classiques de la commune, les commissions d'enquête, etc. Mais aussi d'en trouver d'autres dans le cadre d'une histoire sociale un peu plus classique. Mais une des découvertes archivistiques, c'était les rapports de police des commissaires de la commune, qui n'avaient pas été étudiés, même par Rougerie, m'a-t-il dit. Je dois avouer que Jacques Rougerie m'a pas mal guidé dans les archives aussi, m'expliquant là où il fallait chercher. Et donc c'est tout ce dispositif archivistique qui permet de faire cette variation d'échelle, qui n'est donc pas L'idée, c'est pas de remplir un effet de mode et de mettre des mots creux derrière un gros mot, ça répond à des enquêtes en fait assez précises qui se sont croisées. Donc c'est la première partie de votre recherche s'attache justement à inscrire la Commune de Paris dans cette histoire globale. Et vous le faites de 4 façons différentes. Une première, vous essayez de comprendre comment ces hommes, éventuellement ces quelques femmes, parce que vous parlez en fait surtout des combattants, viennent d'horizons très différents et en fait nourrissent aussi un imaginaire international de la Commune. Comment également se joue le crédit de la France à l'étranger dans cette guerre civile qui en fait atteint le prestige national. Et comment également la façon dont elle est appropriée, dont elle fait l'objet d'un discours médiatique. Vous exploitez les archives Reuters, et on en reparlera parce que là aussi il y a une question de méthode. Comment est-ce qu'on comptabilise en fait une opinion publique sur un événement? C'est quelque chose d'assez intéressant. Et enfin, comment est-ce que la Commune s'adresse au monde par sa politique extérieure? Donc en fait, dans cette histoire globale où on va essayer d'identifier plusieurs regards qui croisés vont dessiner une sorte de carte de la Commune à l'échelle mondiale, la question c'est comment identifier les nœuds pertinents. Vous en parliez tout à l'heure, mais par exemple j'étais très intéressé par ce que vous disiez de la façon dont la Commune s'inscrit dans des événements qui n'ont rien à voir avec elle. Par exemple, vous parlez de l'affaire de Tientsin, en Chine, dont on parlera, qui en fait, donc ce sont des événements qui ont un sens dans un contexte chinois particulier, mais dans lequel les événements de la Commune vont être lus dans une certaine perspective qui est complètement inhabituelle. Même chose avec le soulèvement kabyle qui a lieu au même moment en Algérie. Et comment, en fait, vous avez trouvé ces points d'accroche et qu'est-ce qu'ils vous ont dit, en fait, de la Commune et de son sens ? Tout à fait. Alors, j'ai pas répondu à la deuxième partie de votre question tout à l'heure, mais je pense qu'on y reviendra quand on traitera de la deuxième partie sur l'interdisciplinarité. En fait, à chaque fois j'ai suivi des films. Donc, pour ces 2 exemples-là, j'ai suivi toutes les correspondances diplomatiques que la France avait avec l'ensemble des pays mondiaux à l'époque sur 2 ans, c'est-à-dire 1870-1872. Et là, j'ai repéré les nœuds, en fait. Alors, il y en avait d'autres, mais ces 2 nœuds-là étaient plus intéressants. Pourquoi ? Parce que l'affaire Tientsin était assez connue. Donc on pouvait à partir de là déployer une enquête. Quant à l'Algérie, il y avait une commune à Alger. Donc du coup, ça faisait coup double en quelque sorte. C'est qu'on avait à la fois une commune coloniale, doublée d'une contestation kabyle. C'était important parce qu'on voit ressurgir l'insurrection kabyle en ce moment dans les analyses de la Commune, mais elles sont un peu mises ensemble. C'est comme si finalement les communards et les kabyles œuvraient pour une même logique d'émancipation, alors qu'en fait les kabyles s'opposent à un opposant français
et un conquérant français, et utilise la commune comme un moment de fragilisation de l'Empire. Donc c'est ces petits décalages qui sont importants. Alors pourquoi, au fond, faire cet effort d'aller de l'autre côté? Parce que dans le livre, l'idée, c'est aussi d'essayer d'adopter le point de vue des autorités chinoises et des insurgés kabyles. C'était, dans le cadre d'une histoire globale, le principe d'une histoire globale, c'est qu'elle cherche à décentrer un petit peu le regard européen. Et le risque, au fond, c'était de faire la commune un peu le centre du monde. Donc pour décentrer la commune, j'ai cherché des points d'accroche où d'autres dynamiques étaient visibles, qui avaient des effets sur la commune, mais où la commune était au fond assez secondaire par rapport à d'autres enjeux. C'est assez net, par exemple, pour l'insurrection kabyle. L'insurrection kabyle, elle est directement connectée à la commune d'Alger, qui est elle-même connectée à la commune de Paris, mais elle répond évidemment à ses propres logiques, des logiques sociales avec la grande famine des années 1868-1870, des logiques de plus longue durée, c'est ce que montrent les travaux de Mohamed Waldi, par exemple, qui invitent vraiment à regarder les héritages de la période ottomane. Ça, on l'a avec le soulèvement de la noblesse, qu'on dirait noblesse d'épée, mais le terme n'est pas très bon. Et puis même des logiques culturelles de grande ampleur, comme le grand mouvement du soufisme qui se déploie à partir du XVIIIe siècle et qui va nourrir toute une série de djihad. Ce qui fait que la dynamique de l'opposition kabyle répond à des logiques extra-européennes qui viennent rencontrer en quelque sorte la logique européenne. Et c'était vraiment important pour moi de faire sentir ces décalages, ces disjonctions qui font aussi partie de l'histoire de la commune mais qu'on n'a jamais étudiée, parce qu'on s'intéresse évidemment au centre parisien. Et du coup, l'objection qu'on pourrait vous faire, alors pas tellement pour le cas algérien, mais plus pour Tien Sin, ce serait au fond, est-ce que c'est la commune elle-même qui est visée? Parce que finalement, ce qui est en jeu, c'est la guerre franco-prussienne, ouais, en réalité, qui joue sur les relations diplomatiques de la France et par ricochet sur la commune. Et donc du coup, s'agit-il d'une histoire globale de la commune ou d'une histoire globale d'une période donnée dans laquelle la commune viendrait s'enchasser dans une phase historique un petit peu plus large qui serait celle de la guerre étrangère puis civile que vit la France? C'est ça, c'est l'intérêt de ce déplacement, c'est que ça déplace également l'objectif. À partir du moment où on s'intéresse aux approches plus globales, le point de départ, bien entendu, c'est plutôt la guerre de 1870. Simplement, ce qu'on voit très bien dans les archives, c'est qu'au moment où la commune se déclenche, ça vient perturber en fait tout le processus de sortie de guerre, et ça pose un énorme problème, alors diplomatique. Mais ceci dit, l'un des intérêts de ce genre d'approche ouverte, c'est que ça permet aussi un retour sur l'événement lui-même. Les dernières approches sur la commune tendaient à démarrer en réalité avec la guerre de 1870, en montrant comment le processus d'opposition, voire révolutionnaire, débute dès le 4 septembre 70, voire auparavant. Donc ici, c'est un bon exemple de la façon dont l'histoire globale vient, même pas enrichir, conforter d'une certaine manière certaines problématiques de l'histoire plutôt centrées sur l'histoire de France. Et alors, je reviens sur l'ampleur qu'a l'événement dans l'opinion mondiale, puisqu'en fait, vous avez travaillé à partir des journaux pour essayer de voir comment est-ce qu'on parlait de la commune. Donc, vous avez élaboré plusieurs cartes, 2 ou 3, pour essayer de mesurer l'impact de l'événement dans le titre des journaux. Comment est-ce que vous avez procédé, en fait, pour mesurer cette opinion mondiale sur un événement historique particulier ? En fait, j'ai utilisé une méthode que j'ai croisée un peu au hasard d'un article dont je viens d'ailleurs d'oublier le nom de l'auteur. Non, c'est pas bien. Enfin, on le trouve dans le livre, il est très clairement exposé. En fait, son idée est assez intéressante. Lui, son problème, c'était de savoir quel est l'impact de la guerre civile américaine à l'échelle mondiale. Et en fait, ce qu'il proposait, c'était d'étudier donc les archives Reuters, de prendre tous les télégrammes sur une semaine, de compter le nombre de mots, donc c'est un peu long, et de voir le nombre de mots consacrés à l'événement sur l'ensemble des autres événements qui sont présentés à l'échelle mondiale. Donc il arrivait à des chiffres déjà assez élevés, mais alors la grosse surprise, c'est que la commune a les taux les plus élevés que l'on puisse identifier, si je compare en tout cas avec ce qu'il avait trouvé, c'est-à-dire que 75% des mots qui circulent sur le réseau Reuters après la semaine du 18 mars sont consacrés uniquement à la commune, c'est-à-dire même pas à la guerre de 70, qui est littéralement effacée, et même pas à tous les autres événements qui ont lieu au même moment à la surface de la planète. C'est d'autant plus remarquable que Reuters, c'est le réseau anglais, il y en a d'autres, il y a le réseau Wolf pour l'Allemagne, ce réseau-là va circuler sur l'ensemble de l'espace sous influence britannique, donc Australie, Inde, Canada, et puis après sur tout l'espace asiatique et sud-est. C'est pour ça d'ailleurs que la connaissance arrive assez vite en réalité en Chine, et c'est pour ça également qu'en Inde, l'événement est suivi quasiment au jour le jour dans le Times of India,
Et en cherchant un petit peu, parce que j'étais à Cambridge à ce moment-là, on voyait que les informations circulaient aussi dans des journaux plus propres, en quelque sorte, à l'élite indienne et non pas simplement à l'élite anglaise. Donc il y avait vraiment une percolation qui descendait assez bas, qui était assez étonnante. Sans ça qu'on peut dire qu'il y a une vraie dimension globale. Après, la question, c'est de savoir quel est l'impact de ce regard. Il est assez faible en Inde, au fond, en Australie, c'est-à-dire qu'on suit au jour le jour, mais ça ne va pas vraiment modifier les rapports de force. En revanche, dans des pays comme les États-Unis, après la guerre civile américaine, ou encore dans d'autres espaces comme au Mexique, là, il y a un suivi et un débat extrêmement intense qui va avoir des effets, en fait, sur l'espace médiatique interne. Donc ça c'est l'un des grands apports de ce livre, c'est d'inscrire la commune ou les communes dans cet espace global. Dans une deuxième partie, pour suivre le fil de votre ouvrage, vous essayez de réfléchir sur la commune vécue, et vécue par le bas, entre ordre et désordre. Et là aussi, il y a plusieurs approches qui sont extrêmement intéressantes. C'est que vous commencez, paradoxalement, non pas par parler des Parisiens ou de l'expérience des Parisiens dans la commune, mais vous adoptez un regard décalé en essayant d'explorer plusieurs dynamiques révolutionnaires qui sont proches de la commune, mais qui s'en distinguent assez nettement. Vous abordez le cas des Caraïbes, le cas d'Alger, le cas de Thiers, le cas de Lyon. Qu'est-ce que le fait d'avoir ce regard décalé, en fait, apporte à la compréhension de ce qui se passe à Paris au moment de la commune? Ça apporte deux choses, parce que ce que montrait la première partie, au fond, c'est qu'il y avait une surfocalisation médiatique sur la commune de Paris, qui effaçait le reste, y compris d'ailleurs la guerre de 1870. Donc il fallait que moi, je fasse attention à ne pas être prisonnier du discours de l'époque sur les événements. Donc pour éviter cet effet de loupe, j'ai pris donc 4 communes. Le choix est assez simple, hein, c'était soit des communes coloniales, une commune très connue et une commune qui n'avait jamais été étudiée afin de compléter un petit peu le tableau des communes dites de province. Et l'intérêt de ces mouvements, c'est deux choses. C'est de montrer d'une part que la commune de Paris n'est pas la première en réalité à proclamer une commune, ça on le savait déjà assez bien. Et la deuxième, au fond, c'était de comparer ces trajectoires entre elles pour montrer quand même que malgré tout, la commune de Paris se distingue des autres parce que c'est la seule qui a un gouvernement de la ville qui va durer plusieurs mois, et donc pour lequel on peut faire une analyse au ras du sol un peu plus poussée. Le dernier point qui était intéressant aussi, c'était de montrer les interactions entre ces différentes trajectoires, puisque en général, elles ont tendance à s'ignorer les unes les autres, sauf vis-à-vis de Paris. Donc Paris est vraiment le point de référence nodal de chacun de ces événements. On peut mettre la Martinique à part, parce que ça se termine un peu avant, mais pour Thiers, Alger et Lyon, alors même qu'il y a des interactions entre elles, les regards sont clairement tournés vers Paris. Donc ça permettait de justifier en quelque sorte l'analyse au ras du sol un peu plus dense que j'allais faire sur Paris, alors que j'avais adopté auparavant un point de vue global. Donc ce qui vous permet ensuite d'adopter un regard porté sur la population parisienne, avec des questions, on n'a pas l'impression qu'avant vous, elles étaient posées aussi nettement. Par exemple, comment est-ce qu'on gère l'extraordinaire? Vous appelez ça l'extraordinaire, c'est-à-dire une ville qui s'invente gouvernement, en fait. Comment est-ce que les affaires courantes sont gérées au quotidien? Comment est-ce que le contrôle ou l'ordre peut se déployer dans des quartiers? C'est en cela que les archives des commissariats d'arrondissement étaient vraiment intéressantes, parce que, en fait, cet ordre, il doit être aussi assumé par des commissariats qui sont dans des arrondissements hostiles à la commune. Et donc la question, c'est comment est-ce que dans ces quartiers qui sont défavorables, l'ordre peut être mis en place ou pas, d'ailleurs. Et enfin, c'est comment peut se jouer la mobilisation dans des parcours individuels, et ça posera des difficultés sur lesquelles on reviendra. Mais en fait, pourquoi est-ce que ces regards-là n'ont pas été portés avant, en fait? Là, moi, je suis vraiment un nain sur des épaules de géant. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai suivi les pistes qui émergeaient des derniers travaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, pendant très longtemps, on était dans une logique plutôt liée à une historiographie marxiste. Donc la question, c'était de savoir si la commune était le crépuscule des révolutions du XIXe siècle ou l'aube des révolutions nouvelles. Et on faisait une étude qui était plutôt fondée sur les issues et sur un certain nombre de questions. Donc on cherchait des avant-gardes, des idéologies, etc. Donc on a eu énormément de travaux sur les élus de la commune, sur leur parcours, sur leurs options politiques, sur les mesures. Et ce qui se passait au ras du sol échappait au regard, parce que tout simplement, ça ne faisait pas partie des problèmes posés. Le problème, c'est que comme la commune se présente elle-même comme une révolution citoyenne par le bas, le maître mot, c'est ensuite l'autonomie,
Jacques Rougerie dit l'enjeu c'est être son propre maître, et je pense qu'il a, à voir les archives au ras du sol, il a vraiment raison. Les choses se jouent en fait dans les quartiers, c'est pour ça que la question qui se posait c'était de savoir si cet événement était important ou pas. On n'avait probablement pas regardé au bon endroit pour mesurer la réelle importance de l'événement. Mais il faut être honnête, c'est effectivement à la fois Jacques Rougerie et Robert Tombs qui dans leurs derniers travaux disent qu'il faut aller regarder ce qui se passe à l'échelle des quartiers. Là où il y a un apport de ma part, c'est dans les archives, en fait, une fois encore. C'est-à-dire que j'ai choisi comme archive les archives de l'administration, ce qui me permettait d'étudier effectivement les commissaires de police, mais aussi les receveurs, mais aussi les postiers, etc. Alors quand je dis les receveurs, les commissaires de police et postiers, il faut traduire. Ce sont ces gens ordinaires, cordonniers, serruriers et autres, qui se sont appropriés les fonctions publiques et qui les ont exercées. Et là, on a une espèce de table rase administrative assez incroyable, et c'est vrai que ça fait un espace d'observation assez fascinant. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit tout d'abord l'extrême granularité en fait, des situations. Dans le 16e arrondissement, les commissaires de police ne sont pas bien reçus du tout. Et c'est aussi un effet de la démocratie de la commune, c'est qu'on a élu une commission municipale anticommunarde, mais qui est parfaitement légitime à s'opposer à la commune. C'est un peu un des paradoxes de la situation. Mais à l'inverse, ce que montrent aussi ces archives, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter simplement au constat de la complexité de la situation ou d'une ville qui essaierait de survivre en situation de guerre civile. On voit très bien des éléments qui vont dans le sens d'une transformation des rapports sociaux, notamment centrés sur le domaine du travail sur l'ordinaire, qui fait qu'on peut réellement parler d'une révolution par le bas, ce qui lui donne une importance plus grande que ce que montrait finalement la seule étude des fameuses mesures non appliquées de la commune. Et question complémentaire de cette révolution par le bas, c'est celle des parcours et plus précisément la façon dont les Parisiens entrent dans la commune, de la mobilisation, puisque bien évidemment les Parisiens ne sont pas tous engagés dans la commune dès le 18 mars. En fait, vous montrez très bien que selon les parcours individuels, les engagements se font plus ou moins profonds, plus ou moins tôt, selon des trajectoires individuelles. Et là se pose donc la question déjà des sources et surtout la question de la représentativité. Est-ce qu'il est possible en fait d'avoir disons, peut-être pas une règle générale, mais disons une typologie des engagements dans la commune à partir de ces sources ? Alors déjà là, je vais profiter de votre question pour répondre à la question sur l'interdisciplinarité que vous évoquiez tout à l'heure. C'est-à-dire que toute cette enquête-là a pu être menée parce que j'ai utilisé les travaux de sociologie et de sciences politiques consacrés aux crises politiques. Alors l'argument, c'est de dire qu'au fond, on ne peut plus étudier une crise en fonction de son issue, mais en fonction de ce qui se passe pendant la crise. Ça s'applique parfaitement à la commune parce que comme elle est coupée dans l'œuf, à force d'observer qu'il ne s'est rien passé après coup, on a oublié de constater qu'au fond, beaucoup de choses avaient changé pendant l'événement. Donc c'est très inspiré de ces travaux-là. La partie plus globale, elle est inspirée des travaux d'histoire globale, et puis il y a une partie anthropologique sur laquelle on reviendra. Comment je lis tout ça, puisque c'était une partie de votre question. Dès le début, en fait, en faisant une histoire sociale et culturelle, il y avait déjà en fait ce croisement-là. Là, l'outil qui m'a aidé à tout lier, c'est Norbert Elias. La notion de configuration de Norbert Elias, en la retravaillant évidemment pour sortir d'une logique de civilisation qui ne colle pas du tout. Mais on peut nouer tous ces éléments-là grâce à cet outil. Et donc du coup, ça permet de déployer plusieurs questions, y compris celle des mobilisations. Alors pour répondre à votre question, en fait, le problème qui se pose, c'est qu'on ne peut pas vraiment mesurer la transformation subjective d'un individu. Donc, il ne peut pas y avoir d'approche réellement quantitative, en fait. Le problème étant que si on s'en tient là où on en était avec la commune, si on ne tient que les militants les plus connus, ça ne suffit pas pour expliquer pourquoi une population qui fait 1 million d'habitants s'est retrouvée quand même dans sa grande majorité emportée par l'événement. Donc il fallait quand même chercher au-delà. Le choix qui a été fait, c'est le choix d'une approche qualitative, c'est-à-dire centrée sur les rouages de l'adhésion et de la désaffiliation. L'argument étant de dire qu'on va essayer de voir ces rouages, et après c'est au lecteur d'imaginer qu'ils fonctionnent d'une façon ou d'une autre à l'échelle des quartiers. Et là j'ai utilisé les travaux de Haim Burstein sur le protagonisme, qui s'interroge au fond sur la façon dont, en situation révolutionnaire, les individus vont en quelque sorte sortir de leur rôle et devenir révolutionnaires eux-mêmes. Et comme la commune est faite d'une succession de scènes et extrêmement variables en fonction des quartiers, on a plusieurs parcours. On va avoir les militants de longue durée, qui eux vont même trouver des postes de responsabilité et donc faire avancer la révolution en fonction de leurs idéaux. On va avoir des gens... En fait, personne n'est jamais complètement neutre
politiquement à ce moment-là. C'est la différence avec la Révolution française où des anonymes complètement étrangers à la chose politique pouvaient d'un seul coup se découvrir citoyens. Là, il y a déjà un tel passé. À chaque fois, on repère bien un lien, soit avec 1848, soit avec une association républicaine, mais des fois, c'est très ténu. Et par exemple, c'est le cas d'une couturière que j'ai trouvée dans les archives, qui s'appelle Jeanne Bigeot, qui était sur lequel on n'a rien en fait avant l'événement et qui va devenir une figure très importante des clubs, qui va faire des cartouches, etc. Donc ces transformations-là sont extrêmement importantes parce que c'est elle en fait qui donne la véritable dimension populaire de la commune et qui explique l'effet d'entraînement qui n'est pas contrôlé par aucune des instances de la commune. Et puis le troisième élément qui apparaît, ce sont tous ces gens qui au début sont très favorables à l'événement, notamment lorsqu'on pense que la République de Paris veut surtout défendre les franchises municipales, qui prennent peur en fait avec les premières échauffourées, qui pour d'autres s'inquiètent de la dimension beaucoup plus sociale de la commune et qui vont se retirer. Donc on a comme ça tout un moment d'adhésion et de reflux qu'il faut arriver à étudier. Et ces adhésions et ces reflux sont liés aussi à des mécanismes qui permettent de les entretenir. Donc les clubs, les manifestations, les gardes nationales, les institutions citoyennes, tout ça va permettre en quelque sorte de maintenir vivante la tension autour de la commune. Et puis le troisième point, c'est ceux qui sont opposés à la commune, mais qui vont devenir des ennemis. Et c'était important aussi pour moi de les intégrer, parce qu'ils font partie de l'histoire de la commune. Et notamment, c'était intéressant de voir comment les prêtres, une fois qu'ils sont arrêtés, qu'est-ce qu'ils font en prison ? Eh ben, ils prient, c'est-à-dire qu'ils surjouent leur rôle de prêtres pour s'opposer, en quelque sorte, à la dynamique révolutionnaire qu'ils viennent de subir. Donc, il n'y a pas tellement de typologie, il y a plutôt des indications de dynamique qui s'emboîtent en fait constamment au cours de la période, ce qui explique qu'à certains moments, il y a une extension très large de l'adhésion à la commune, c'est très net au moment de la proclamation. À d'autres moments, il y a un reflux, et ce reflux s'accompagne de radicalisation beaucoup plus importante. Et c'est ces mouvements-là auxquels je voulais me rendre sensible, parce que l'idée était, encore une fois, de comprendre une révolution de l'intérieur, et pas simplement à travers ces grandes figures pour lesquelles on avait beaucoup d'éléments. Et comment avez-vous fait pour contourner la reconstruction a posteriori en fait, des parcours ? Je pense par exemple vous citez un certain nombre d'exemples dans le livre de personnes qui sont plutôt favorables au début, qui finalement se désolidarisent du mouvement et qui en fait reconstruisent leur parcours après coup pour en fait gommer cette partie, enfin la première partie d'adhésion. Comment est-ce qu'on se prémunit contre ce genre de fabrication ? Ça a été l'énorme problème de cette partie que j'ai énormément retravaillée, alors qu'elle s'appuie sur des données plus fines. L'idée, c'est qu'il faut arriver à faire ces trajectoires sans connaître la fin de l'histoire. Et en faisant comme si les acteurs, quand ils écrivent, eux-mêmes ne savaient pas la fin de l'histoire. Donc c'est passé par un choix qui était très douloureux, c'est que je me suis interdit tous les mémoires de communards publiés après l'événement. Donc tous les textes qu'on lit tout le temps, je me suis interdit de les utiliser pour cette raison-là. Donc je n'ai utilisé que les textes qui étaient produits pendant l'événement. Et notamment les journaux intimes, etc. Ce qui permettait quand même de voir ces évolutions. Le problème des journaux intimes, c'est qu'ils sont écrits les 3/4 du temps plutôt par les élites, donc défavorables à la commune, donc c'est intéressant aussi de voir les stratégies qu'ils développent pour résister ou s'opposer à l'événement. Mais j'avais pas accès à mes cas de communards type. Et là, il a fallu en fait s'appuyer sur des traces assez ténues qu'on trouvait dans les archives judiciaires. C'est-à-dire, ce sont ces gens qui sont condamnés dans les conseils militaires pour des petits faits et pour lesquels les juges s'efforcent vraiment de retracer le parcours pour comprendre à quel moment ils sont devenus communards ou pas, s'ils le sont devenus ou pas et à quel titre. Et là, on a des éléments qui permettaient de voir des moments de bascule. Et comme il y avait ces enquêtes qui existaient déjà sur les formes de mobilisation, on pouvait les retrouver un petit peu dans les archives. Mais c'est évidemment beaucoup plus fragile, mais c'était à peu près la seule solution. Ce qu'il a manqué, par exemple, c'est pour ça que finalement j'ai tiré que 2-3 cas. Quand j'en avais trop, c'était les trajectoires antérieures. C'est-à-dire si la personne avait été présente en 48 ou pas, ça change quand même tout par rapport à la trajectoire que j'ai observée. Donc ça, j'ai fait 2-3 cas. L'autre problème, c'est qu'à Paris, les archives des années 1860 sont inexistantes, donc on ne peut pas faire vraiment une bonne histoire sociale des mondes ouvriers ou non-ouvriers parisiens. Donc là, ça a été vraiment au petit bonheur la chance. J'ai eu 2 fois de la chance. Ce sont les 2 cas que je développe le plus. C'est cette Jeanne Bigeot et puis ce cordonnier qui va rentrer dans la garde nationale parce qu'il connaissait déjà des militaires auparavant. Donc c'est des cas que j'ai poussés plus en avant. Et pour le reste, je dis bien que ce sont des pistes à partir de petites traces.
Et par conséquent, et en fait, cette partie-là se conclut par un essai d'interprétation. Et quelle interprétation en fait vous en retirez de la commune, à partir de ces données à la fois d'histoire globale et aussi au ras du sol en fait. Là, l'essai d'interprétation, en fait, il répond à une autre attente qui était très fréquente dans les travaux sur les sociologies ou histoire des crises politiques. Le problème de la commune, en fait, c'est qu'elle a été enfermée dans des grands récits. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est devenue très visible. Elle était donc enfermée dans le grand récit marxiste, ça j'ai déjà dit. Elle était aussi enfermée dans un grand récit républicain, celui de François Furet ou de Maurice Agulon, dans deux genres très différents, évidemment. Mais une fois que ces grands récits tombent, il reste plus grand-chose, en fait. On ne sait plus du tout la placer. La solution a consisté, c'est de voir dans quelle temporalité s'inscrivait la commune elle-même. C'est d'inverser un petit peu l'angle de vue à partir de ce que j'ai observé dans les archives au ras du sol. Donc du coup, je remonte aux années 1860, avec la première internationale et le début des actions de grève, etc. Je remonte ensuite un peu plus loin, dans les années 1830, avec les débuts d'une nouvelle culture ouvrière qui commence à être mieux connue. Je remonte ensuite sur le cycle des révolutions. Donc là, on a plutôt un temps cyclique. Ensuite, je vais chercher encore un peu plus loin à l'échelle des communes médiévales, parce que leur modèle rejaillit, et pas seulement dans les têtes, même dans les pratiques, c'est ce qui a été surprenant. Donc j'ai dû travailler avec des historiens de la période moderne et médiévale, parce que sous la commune, on a des pratiques de carnaval, d'iconoclasme, on a des destructions de maisons, et tout ça, ça fait partie plutôt des répertoires d'action plus anciens, qui n'ont pas été étudiés parce qu'on les juge archaïques, alors qu'en fait, ils font pleinement sens dans l'événement de la commune. Et puis j'ai essayé d'aller encore plus loin, parce qu'au fond, le problème qui se pose, c'est comment un événement qui dure si peu longtemps a-t-il pu signifier autant dans tant d'espaces différents? C'est-à-dire pourquoi cet événement qui est très urbain peut parler par exemple aux populations paysannes de l'Espagne dès 1873? Pourquoi ça continue de parler aujourd'hui? Jacques Rougerie disait que la commune pose la question du degré premier du politique. Donc j'ai essayé de traquer ça en utilisant cette fois être de l'anthropologie pour voir si certains anthropologues estiment que les formes de démocratie horizontale sont une des formes possibles du devenir historique. Et là, l'enquête a consisté, à partir de ce que j'avais vu dans les parties précédentes, à voir si la commune n'était pas une manifestation, d'une certaine manière, de ce disposition anthropologique, complètement inscrit dans le XIXe siècle, c'est-à-dire la République démocratique et sociale, les nouvelles formes d'État, l'industrialisation, mais une forme qui explique aussi pourquoi elle va faire autant de sens dans autant d'espaces différents. Là, ce dernier niveau, évidemment, c'est de l'ordre de l'hypothèse. Chaque fois dans l'ouvrage, je précise bien à quel moment je suis sûr de mon analyse, à quel moment je suis dans l'ordre de l'hypothèse. Mais c'était quand même important parce que c'était le seul moyen de comprendre pourquoi autant d'enquêtes intellectuelles avaient été menées sur la commune. La commune, c'est un monument intellectuel, il n'y a pas que les historiens, les sociologues, les philosophes, les politistes en ont fait vraiment un événement extrêmement signifiant. Ça ne peut pas être, à mon avis, lié qu'à l'investissement communiste post-1880. Il y avait quelque chose de plus. Donc le livre a essayé de toucher ce quelque chose de plus en partant des archives, donc en partant de ce ras du sol. C'est comme ça que se nouent les différentes approches disciplinaires dont vous parliez. Elles ne sont pas plaquées après coup, c'est qu'en fait à chaque fois j'avais besoin d'elles pour donner sens au fil que j'étais en train de tirer. Et après donc cet événement qui a tellement de dimensions différentes et qui remonte parfois très loin, la dernière partie de votre livre en fait s'intéresse à non pas l'après, mais sur la façon dont la commune participe de la reconfiguration d'un certain nombre d'ordres sociaux, mais ordres pas forcément dans le sens de répression, mais simplement de réorganisation sociale. Là encore, en la replaçant dans des chronologies un peu décalées et un petit peu plus larges. Et vous commencez par dire que la commune, en fait, c'est une remise. Après la commune, il faut une remise en ordre qui passe par une remise en mots. Et vous avez un chapitre sur le discours hostile à la commune qui dénonce les crimes, qui dénonce les incendies, presque un discours conjuratoire qui est même porté par la presse étrangère aussi. En quoi est-ce que cette remise en mots, elle est spécifique et qu'est-ce qu'elle dit de la commune en fait? Déjà, ce qui est intéressant, c'est ce qu'elle ne dit pas de la commune, parce que ce qu'on a vu de la discussion précédente, dans la partie précédente, c'est que donc, du coup, la commune, c'est une dynamique révolutionnaire qui peut chercher très loin, mais donc globalement, le modèle, c'est ce qu'on va appeler la République démocratique et sociale. C'est-à-dire l'idée que vous ne pouvez pas changer la forme républicaine sans changer les rapports sociaux et économiques. Donc c'est une révolution à la fois politique et sociale qui est fondée sur le modèle de l'association. Donc très ancrée dans le 19e siècle, malgré toutes les pistes dont je vous parlais tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est que l'événement étant terminé, donc il y a toute une partie aussi sur la semaine sanglante,
les mots qui sont posés dessus sont complètement déconnectés par rapport à ça. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on va essayer de comprendre quel aurait pu être le projet politique de la commune, alors même qu'on a quand même des textes, que ces textes sont traduits en anglais, en espagnol, circulent dans le monde entier, et les mots servent essentiellement à avoir cette fonction conjuratoire que vous évoquez. C'est assez classique, hein, c'est-à-dire qu'une guerre civile et une révolution appellent de toute façon du discours. Là, ce qui est très étonnant, c'est le caractère monumental et extrêmement monolithique de l'opposition. C'est-à-dire que dans un premier temps, c'est vraiment un rejet systématique, fondé sur l'idée que ce serait joué là, une anarchie, de la violence, etc. Et ce rejet, on va le trouver en France également un peu partout à l'étranger. C'est assez logique, c'est que les correspondants étrangers sont situés à Versailles, à côté des journalistes français, donc il y a une circulation d'informations. Mais ce qui est intéressant, au fond, c'est que la première création symbolique de la commune, elle se fait d'abord en négatif. Et c'est parce qu'il y a cette charge négative sur la commune qu'elle va se doter d'une puissance symbolique très forte qui fait qu'elle va faire sens auprès de ceux qui s'en occupent de manière plus... qui vont vouloir s'en emparer de façon beaucoup plus positive. Donc sur ce discours de la commune, c'est vraiment des stéréotypes très anciens, très classiques, la théorie du complot, la dénonciation de la violence, la figure de la pétroleuse est caractéristique de ça, et là il y a des parties que je n'ai pas mis dans le livre, que j'avais développé dans l'HDR, mais c'est quasiment des archétypes de l'imaginaire social. C'est impressionnant de voir à quel point ils circulent avec autant de sens dans des espaces extrêmement différents. La pétroleuse, c'est la femme dénaturée qui est l'incarnation du désordre quasi naturel qu'aurait imposé la commune. Donc il y a comme ça un discours extrêmement, à la fois très variable, mais qui a des topiques communes qui sont assez étonnantes et à mon avis pas assez étudiées. Ça pourrait presque être plus développé par la suite. Donc, du coup, encore la commune nous échappe d'une certaine façon parce que ce discours escamote ce qui s'est réellement joué. Complètement. Alors, il y a une deuxième remise en ordre où en fait la commune serait dans une chronologie, disons, plus large d'organisation de ce que vous appelez l'état libéral ou le moment libéral. Qu'est-ce que vous entendez par là, en fait? Parce que c'est assez paradoxal, finalement, de se dire que la commune fait partie de ce réagencement sur des principes qui lui sont complètement opposés. Disons que c'est un réagencement qui se fait en réaction à la commune. C'est-à-dire que une fois que la commune a lieu, ça génère une énorme angoisse chez la plupart des dirigeants européens. Alors elle peut être soit jouée, soit sincère, c'est pas tellement le problème, mais la commune va être utilisée pour accentuer un certain nombre d'évolutions internes à chacun des pays. Alors pourquoi État libéral? En fait, là je reprends des travaux qui sont assez en pleine voie de développement. Hein. L'argument, c'est de dire qu'après 1848, on a une révolution dans le gouvernement, que ce soit en France, en Allemagne, aux États-Unis ou en Angleterre, qui se traduit à la fois par une tendance autoritaire et en même temps par une tendance libérale. C'est très net pour la France, hein. Le Second Empire, c'en est un excellent exemple, mais la Prusse des années 1860 y correspond très bien. En fait, ce que fait la Commune, c'est qu'elle va renforcer cette double tendance-là, qu'on observe donc de plein de façons. Tout d'abord, la dimension nationale est beaucoup plus affirmée, bon, évidemment particulièrement du côté allemand. De la même manière, à l'intérieur des cultures politiques locales, c'est le moment où on commence à voir se dissocier les républicains des révolutionnaires. C'est vrai en France, mais c'est également très vrai aux États-Unis. C'est vrai en Angleterre à une échelle plus basse, en tout cas au sein de l'AIT, c'est assez net. Et en Allemagne, les libéraux commencent également à devenir un peu plus conservateurs. Donc un déplacement des cultures politiques qui s'organise en réaction à la Commune. Et ces doubles mouvements, renforcement de l'État, déplacement des réactions et volonté au fond d'éviter les ingérences, c'est ce qu'on peut appeler un ordre libéral, c'est-à-dire tout simplement celui qui était déjà présent avant, mais qui se renforce en réaction à la Commune. Pourquoi ? Parce que la Commune est présentée tout de suite, c'est aussi une astuce du ministère des Affaires français, comme la menace révolutionnaire moderne dont toutes les sociétés civilisées doivent se prémunir. Et tout le monde a intérêt en fait à en faire cette menace-là. Donc chacun va jouer en quelque sorte ce jeu-là, va y avoir des échanges assez intéressants entre les différents pays autour de ça. Et donc chacun va développer les mêmes types de réactions à cette menace-là. Mais on comprend bien la logique pour la France, mais par exemple pour l'Allemagne, est-ce que cet argument de la Commune, c'est un argument qui est sérieux de la part des dirigeants comme Bismarck, ou est-ce que justement cet ordre à la fois entre un ordre conservateur et libéral à la fois n'est pas plus porté par la guerre franco-prussienne et l'unification? Non, là, pour le coup, la Commune joue un rôle quand même très important, notamment c'est elle qui va être utilisée comme
argument pour justifier les premières mesures sociales au sein du Reich allemand, l'argument de Bismarck étant de dire on a une menace sociale, on a la menace d'une révolution socialiste, l'État doit prendre les devants en accordant un certain nombre de protections sociales aux ouvriers. De la même manière, au moment, le grand ennemi en fait après la Commune, ça va être l'Association internationale des travailleurs, alors même qu'elle n'a pas eu tant d'impact que ça dans l'événement, mais le discours qui est lancé après, c'est qu'au fond la Commune c'est le fruit d'un complot de l'AIT. Et comme l'AIT est présente dans chacun des États, à chaque fois, c'est elle qui, d'une certaine manière, va faire les frais de l'action des différents États. Dans le cas de l'Allemagne, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne peut pas mettre en œuvre une loi comme la loi Dufort française en 1872, parce qu'il y a une volonté de respecter les associations. Donc la tendance libérale s'exprime en même temps que le renforcement de l'État s'exprime aussi. Donc la Commune a quand même un impact un peu plus précis que la guerre franco-prussienne, sur cette dimension État libéral. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un ennemi commun, c'est surtout ça qui joue. Même si, évidemment, la guerre franco-prussienne est plus importante dans la transformation de l'État allemand, mais ça va de soi. Et dernière remise en ordre, si on peut dire, c'est celle des mobilisations sociales elles-mêmes, puisque la Commune va influencer la façon dont elles vont se reconfigurer après. Alors en quoi est-ce que ça va avoir un effet de prolongement sur ces mobilisations ? Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des choses qu'on connaissait déjà très bien, et ça à chaque fois je rappelle bien, que ce sont des choses établies. Donc on connaît la relecture de Marx, on connaît la relecture de Bakounine, on connaît la façon dont la Commune va devenir un des rares lieux au fond où tous les socialistes du 19e siècle s'entendent à peu près dans les années 1880-1890, au point de devenir un thème commun à la plupart des célébrations dans les États européens. Donc ça je rappelle. Simplement, ce qui n'avait pas été vu, ce qui est intéressant du fait de cette ampleur globale, c'est que la Commune fait aussi écho à d'autres formes de socialisme en fait, qui ont été un petit peu mis de côté à cause de la lecture centrée sur Marx et sur les transformations de répertoire d'action, mais il y a des échos fédéralistes, il y a des échos associationnistes, il y a des échos républicains, il y a des échos démocratiques. On va les trouver dans toute l'Europe, mais on va les trouver aussi très puissants en Amérique latine. Aux États-Unis, on va insister un peu plus sur la question féministe. Donc du coup, ce que fait la Commune, c'est qu'elle va faire sens auprès de ce qu'une historienne américaine qui s'appelle Ilham Khoury Makdissi appelle le radicalisme global. En fait, elle va faire sens dans toutes ces formes de radicalisme global, ce qui fait que d'une part, chacun de ces usages va augmenter l'importance historique de la Commune, et là on est vraiment pas dans une logique diffusionniste, c'est exactement l'inverse. C'est que chaque fois on a des réappropriations locales qui en accroissent l'importance. Et ce que fait la Commune, c'est qu'elle va jouer un rôle dans la plus grande mise en cohérence entre ces différents mouvements qui parfois ne se connaissaient pas entre eux. C'est-à-dire que des mineurs de Silésie aux artisans mexicains qui ne se connaissent pas, à un moment donné, ils vont tous les deux faire référence de manière très différente au même événement qu'est la Commune. Et en ce sens-là, elle va jouer un rôle assez important de mise en cohérence de lutte à échelle globale qui s'ignoraient les unes des autres. Ce qui va un petit peu à l'encontre de l'idée de la transition, au fond de la grande transition des années 1880, où on aboutira à de nouvelles formes d'opposition avec les partis, les syndicats, etc. En fait, la Commune a nourri des formes d'opposition sociale et politique beaucoup plus diverses et beaucoup plus riches. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que finalement la Commune est une sorte de dénominateur commun qui jouerait sur les imaginaires de tous ces mouvements globaux ? En tout cas, c'est le point de départ de ça. C'est ce qui était quand même très surprenant, c'est que comme l'événement, vous l'avez dit, fait à la fois sens et très peu connu, chacun se l'aurait approprié à sa façon. Donc on a 1000 visages différents de la Commune, mais ces 1000 visages apparaissent un peu simultanément. Et après, ils vont faire écho les uns aux autres, mais beaucoup plus longuement et beaucoup plus longtemps. Mais ça a quand même une conséquence assez intéressante, c'est que la Commune est devenue un événement domestique dans plein d'États différents. C'est très net aux États-Unis. Là, il y a beaucoup de travaux. La Commune, c'est le premier événement national en fait de l'histoire des États-Unis. C'est le premier événement qui est vraiment à une portée à l'échelle de l'ensemble de la jeune nation. Tandis que au Mexique, au fond, la Commune va nourrir une histoire qui va rejaillir après au moment de la Révolution mexicaine, où on va redécouvrir le rôle des communautés locales. Et là, il y a tout un jeu de mots entre communes, communautés, communs qui commence déjà à se mettre en place et qui est voué à avoir une certaine portée. Et donc du coup, aujourd'hui, ce serait la dernière question. Aujourd'hui, en fait, l'image de la Commune, ce serait quoi en fait ? Ce qui est intéressant, c'est ça. C'est que moi, quand j'avais commencé à travailler sur ce sujet, ça fait maintenant 10 ans, la Commune, c'est un objet froid. Au moment du 140e anniversaire, on n'en avait pratiquement pas parlé.
Et l'événement s'est réchauffé en quelque sorte. Là maintenant, on en parle beaucoup, on sent que pour le 150e anniversaire, va y avoir beaucoup de choses, mais il s'est réchauffé parce que concrètement, les nouvelles formes de lutte sociale se le sont réappropriées. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment le même événement va faire sens différemment en fonction des contextes. Dans les années 70, la commune, c'était lutte des classes ou révolte urbaine. Après, il y a ce moment de creux des années 80-90. Et aujourd'hui, la commune, ça devient le symbole des nouvelles formes de souveraineté populaire, des réappropriations du pouvoir par en bas, etc. Ce qui est intéressant, c'est que c'est lié aussi à l'histoire des mouvements sociaux. C'est qu'après la commune, émergent de nouvelles formes de révolution qui se veulent plus structurées, plus organisées. Enfin, il faut revoir la lecture par Lénine de la commune. L'idée, c'est qu'au fond, la commune est faible parce qu'elle n'est pas assez organisée. Ça correspond à une certaine forme de mise en place de l'État dans les années 1880, c'est une véritable révolution anthropologique, et ce rapport aux institutions, qui se traduit aussi par le développement des partis, des syndicats, etc., tout ça s'affaisse en quelque sorte aujourd'hui. Ce qui fait que la commune, qui avait pris une certaine tournure dans ce premier moment-là, s'est affaissée avec et reprend une nouvelle tournure à ce moment-là. Et elle, dans les usages actuels, elle est moins liée à 1917, alors qu'évidemment, dans les années 60-70, elle l'était beaucoup plus. Donc c'est ça qui est assez fascinant, et en fait c'est pour ça que ça justifie aussi l'effort d'aller la chercher aussi loin, aussi profondément, tout en restant vraiment au contact des acteurs, c'est qu'elle pose un vrai problème historique, c'est un passé qui ne cesse de se métamorphoser en fonction du présent. Et très probablement, d'autres usages vont avoir lieu par la suite. La commune devient un indicateur des transformations anthropologiques, des formes de lutte sociale qu'on observe aujourd'hui, ce que le sociologue Yves Cohen appelle les mouvements sans leader. Elle y correspond bien. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. C'était un livre passionnant, une relecture extrêmement innovante de la commune. Et je vous remercie de cet entretien. Merci beaucoup.